Une phrase a traversé l'Afrique comme un éclair. Nous interviendrons vicieusement, a déclaré Donald Trump, et le Nigeria a retenu son souffle. Sous le vernis religieux, ces mots mêlaient salut et menace, foi et pétrole, rappelant la nuit où la Libye avait perdu sa voix. Alors qu'à Washington on parle de protection, Ibrahim Traoré au Burkina Faso évoque souveraineté et courage, opposant la poussière du Sahel à la rhétorique des empires. Entre les néons d'Abuja et les ombres du delta du Niger, une question demeure. Cette sécurité promise, est-ce un bouclier ou une laisse? Ce récit promet d'éclairer ce que cache la rhétorique du salut lorsqu'elle se mêle au calcul du pouvoir. En suivant la trajectoire du Nigeria depuis la déclaration de Donald Trump, il expose comment un simple avertissement peut se transformer en stratégie d'influence, où les mots de foi deviennent des devises diplomatiques. L'enjeu dépasse la religion. Il touche à la souveraineté, à la mémoire des interventions passées et au droit d'un peuple à choisir sa propre sécurité. Le lecteur y trouvera une boussole pour distinguer les promesses sincères des chaînes dorées, pour lire entre les lignes d'une aide conditionnée et comprendre comment les alliances se nouent ou se défont selon le prix du baril. Car si le langage de la paix s'accompagne de drones et de contrats, quelle paix reste-t-il? Dans les chapitres qui suivent, le regard se portera sur Abuja, Washington et Ouagadougou, où les décisions d'aujourd'hui redessinent la carte de demain. Et derrière chaque signature, on guettera le murmure d'une génération qui, à l'image d'Ibrahim Traoré, préfère la liberté imparfaite à la dépendance policée. Mini-révélation. Parfois, un chiffre suffit à dévoiler une ère. En moins de 24 heures après la phrase de Donald Trump, plus de 200 médias ont relayé la menace, faisant du Nigeria l'épicentre d'un orage géopolitique. Le pays, fort de ses plus de 200 millions d'habitants et de ses réserves de pétrole considérables, vit depuis des décennies sur une ligne de fracture, entre foi et économie, entre Washington et Lagos, entre promesses de sécurité et crainte de soumission. Lorsqu'un ancien président américain déclare qu'il interviendra vicieusement si les chrétiens ne sont pas protégés, les mots ne flottent pas dans l'air, ils se déposent sur les marchés, les églises, les chancelleries. Chaque phrase devient signal. Les courtiers surveillent les cours du brut, les diplomates calculent, les mercenaires attendent les appels d'offres. À Abuja, Bola Ahmed Tinubu choisit la prudence. Il parle coopération, lutte commune contre Boko Haram, solidarité face au terrorisme. Mais pour les analystes africains, le scénario est familier. L'Occident ne vient jamais les mains vides. L'aide transporte ses conditions, ses conseillers, et parfois l'ombre d'un drapeau. Les universitaires citent en la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, autant d'exemples où la promesse de paix s'est muée en champ de ruines. Pendant ce temps, au nord, Ibrahim Traoré s'impose comme contre-champ. Son discours sur la souveraineté fait écho à la lassitude d'une jeunesse qui ne veut plus choisir entre stabilité imposée et indépendance incertaine. Ces mots se propagent, traduits, partagés, repris dans les radios communautaires, devenant fil rouge d'une identité qui se réveille. Ainsi se dessine la tension de notre époque. La foi sert d'étendard, le pétrole d'enjeu et la dignité d'arme politique. Le Nigeria, entre deux héritages et deux futurs, devient miroir d'un continent entier. Sous les lumières d'Abuja, une certitude s'installe. Quand les grandes puissances parlent de paix, il faut écouter le bruit des chaînes. Derrière chaque tournant politique, il existe des visages, des voix, des choix qui orientent la tempête. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu incarne la prudence d'un vétéran. Il avance sur la ligne fine entre assistance et autonomie. À ses côtés, conseillers, généraux et diplomates cherchent la formule qui rassure Washington sans effrayer Abuja. Mais dans les rues, une autre voix s'élève, plus jeune, plus directe. Celle d'Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé devenu symbole d'un continent en reconquête morale.
Les premiers effets de la crise se sont fait sentir bien avant les sanctions ou les contrats. Dans l'État de Borno, des programmes d'entraînement conjoints ont vu le jour, apportant équipements et promesses de sécurité. Mais pour chaque drone livré, une parcelle de décision semblait s'échapper des mains nigérianes. Les chefs locaux, jadis consultés sur les questions de sécurité communautaire, se voyaient remplacés par des experts étrangers. La chaîne de commandement se rallongeait, le temps de réaction se réduisait. Au plan économique, les investisseurs observaient, hésitants. Le mot « partenariat » suffisait à faire frémir les marchés, rappelant que l'aide n'est jamais gratuite. Dans les universités, les étudiants débattent. Faut-il coopérer pour survivre ou résister pour exister? Les débats, enregistrés, diffusés, deviennent des manifestes improvisés d'une jeunesse lucide. Tinubu parle encore d'équilibre, Traoré de rupture. Entre eux, une génération cherche le point d'appui. Et tandis que les chancelleries négocient des lignes de texte, les villages négocient leur lendemain. La souveraineté, désormais, n'est plus un concept. C'est une somme d'heures, de regards, de gestes quotidiens pour ne pas céder le droit de décider. Tout commence un soir de tempête verbale. La déclaration de Donald Trump tombe comme une détonation. Si le Nigeria ne protège pas les chrétiens, nous interviendrons vicieusement. En quelques minutes, l'information fait le tour du monde, relayée par les chaînes américaines, européennes, puis africaines. Peine. À Abuja, le palais présidentiel s'illumine tard dans la nuit. Les conseillers du président Bola Ahmed Tinubu se réunissent d'urgence. Comment répondre sans s'agenouiller? Le lendemain, Washington diffuse un communiqué plus diplomatique, parlant de coopération antiterroriste. Paris emboîte le pas, évoquant la stabilité du Sahel. À première vue, rien d'inédit. Mais dans les couloirs du pouvoir nigérian, chacun comprend que les mots ont changé de poids. Derrière la rhétorique religieuse, on perçoit la volonté de reprendre pied dans la région après l'échec malien et le retrait forcé du Burkina Faso. Sur le terrain, la société nigériane s'agite. Les pasteurs remercient l'Amérique, les imams dénoncent l'ingérence, les étudiants s'emparent du débat. Sur les réseaux sociaux, le mot-clic Africa for Africaine explose, bientôt suivi de # Ibrahim Traoré. Le capitaine burkinabé devient, malgré lui, l'étendard d'un réveil continental. Son visage circule sur les murs, les téléphones, les pancartes. Dans les marchés, on cite son nom avec admiration et prudence, comme on cite un mythe en devenir. Tinubu, pragmatique, tente de calmer les esprits. Il promet transparence, insiste sur la nécessité de protéger le territoire sans renoncer à l'autonomie. Pourtant, dans les couloirs du ministère de la Défense, un projet d'accord de formation tactique conjointe circule déjà. Le document prévoit l'arrivée d'instructeurs américains et la mise à disposition de données satellites. Officiellement, il ne s'agit pas d'un déploiement militaire, mais d'un appui logistique évolutif. En clair, une porte entr'ouverte. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré réagit avec fermeté. Il déclare « On ne prête pas sa souveraineté pour un gilet pare-balles ». Sa phrase, brève et brutale, trouve écho jusque dans les studios de Lagos. Les journalistes y voient un miroir tendu au Nigeria. Entre protection et dépendance, la frontière s'efface. Les semaines suivantes, la tension monte. Des fuites révèlent que plusieurs compagnies pétrolières américaines demandent un accès prioritaire aux gisements du delta du Niger. Les ONG locales dénoncent un retour déguisé du néocolonialisme. Tinubu dément, mais les marchés financiers vacillent. Les indices chutent, la monnaie se déprécie légèrement. Dans les églises, on prie, dans les casernes, on murmure. Puis vient le point de bascule. Une attaque sanglante à Maiduguri fait 20 morts. L'événement devient justification parfaite pour accélérer la signature de l'accord. Le cercle se referme, menace, émotion, action. Et quand les premiers avions cargo atterrissent à Abuja, chargés d'équipements non létaux, la presse officielle parle de victoire diplomatique. Pourtant,
Dans les rues, le silence a changé de texture, plus lourd, plus méfiant. Ainsi se conclut le premier acte. L'Afrique, dit-on, ne dort plus. Et dans ce réveil, chaque mot prononcé à Washington trouve désormais un écho dans la poussière du Sahel. Les chiffres racontent une vérité que la rhétorique dissimule. Depuis la déclaration de Donald Trump, les organismes régionaux observent une hausse de 11% des incidents violents dans le nord-est du Nigeria, particulièrement dans les États de Borno et Yobe. Les analystes y voient une corrélation directe entre la polarisation religieuse du discours et la recrudescence d'attaques ciblées. Chaque pourcentage représente des villages déplacés, des familles déracinées, des enfants qui troquent l'école pour la survie. Sur le plan économique, le choc est mesurable. Les exportations de pétrole brut ont reculé de 6,2% au trimestre suivant. Les marchés, inquiets de l'éventualité d'une intervention occidentale, ont suspendu leurs investissements. Les flux financiers se sont détournés vers le golfe de Guinée, tandis que les compagnies pétrolières réévaluaient leurs risques. Le Trésor nigérian, privé de près d'1 milliard de dollars de recettes, a dû revoir ses priorités budgétaires. Les programmes de développement local ont été retardés, accentuant la dépendance à l'aide extérieure. Mais le phénomène le plus inattendu vient de la sphère numérique. Les recherches en ligne pour Ibrahim Traoré Burkina Faso ont explosé de plus de 220% dans les zones anglophones. Un nom, une figure, deviennent un indicateur sociopolitique, le symbole d'une alternative africaine à la tutelle occidentale. Les universités de Lagos et d'Abuja ont observé une hausse similaire dans les débats du public évoquant la souveraineté régionale. Le discours du capitaine burkinabé, sobre et frontal, s'est infiltré dans les conversations quotidiennes, jusqu'aux prêches et aux salles de classe. L'analyse baseline delta est claire. Avant la déclaration de Trump, 41% des Nigérians considéraient que l'aide étrangère servait principalement à la stabilité. 6 mois plus tard, ils ne sont plus que 28%. En revanche, 58% estiment désormais que chaque promesse d'aide porte une clause invisible. Cette bascule statistique révèle un retournement de perception. L'aide, jadis espoir, devient soupçon. Les chiffres économiques et sociaux convergent vers la même équation. Plus la dépendance augmente, plus la confiance diminue. Et derrière chaque variation se cache une histoire humaine. Celle du paysan qui voit ses récoltes bloquées par un checkpoint, de l'étudiant qui craint la surveillance de ses messages, du commerçant dont le compte est gelé au nom de la sécurité. Dans les réunions diplomatiques, Tinubu présente ces indicateurs comme des coûts de transition. Mais pour beaucoup d'observateurs africains, ils incarnent que le prix d'une souveraineté hypothéquée. Ibrahim Traoré, en évoquant la balance entre protection et dignité, a donné le ton. Un pays qui confie ses chiffres aux autres risque de perdre ses choix avant ses ressources. 3 nombres, 11%, 6,2%, 220%, forment la courbe invisible d'un continent en tension. La sécurité s'améliore peut-être sur le papier, mais la confiance, elle, fuit dans les marges. Et c'est cette fuite, plus lente que les balles, qui redessine le destin du Nigeria. L'histoire ne se comprend qu'en écoutant les deux vérités qui s'affrontent. La première, celle des partisans de la coopération, affirme que le Nigeria ne peut combattre seul. Dans un monde interconnecté, disent-ils, la sécurité se partage. Les technologies numériques américaines, satellites, formation, renseignements, ont permis, entre 2018 et 2020, une réduction de 23% des attaques de Boko Haram. Ce sont des résultats tangibles, gages d'efficacité. Pour eux, s'allier avec Washington, c'est sauver des vies, consolider l'État, éviter le chaos. L'autre vérité, portée par les souverainistes, s'enracine dans la mémoire. Ils rappellent que la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, 3 pays où l'aide s'est muée en tutelle. Chaque promesse d'assistance a fini par effacer les choix nationaux. Et derrière chaque mission de paix, une base militaire a surgi. Pour eux, le danger ne vient pas seulement des armes étrangères, mais du langage qui les accompagne, celui qui justifie la présence au nom de la morale. Entre ces deux camps,
le débat devient moral autant que politique. Les uns invoquent le pragmatisme, les autres la dignité. Mais l'analyse des données révèle une contradiction centrale. Plus la coopération militaire s'intensifie, plus les dépenses sociales reculent. Durant la même période où les attaques diminuaient, les budgets de santé et d'éducation ont chuté de 14%. La sécurité, conquise à court terme, mine les fondations de long terme. C'est là que se situe le véritable Stillman du débat. Reconnaître que les deux positions contiennent une part de vérité. Le Nigeria a besoin d'alliés, mais pas de tuteurs. Il lui faut de l'aide, mais dans un cadre qui respecte son autonomie décisionnelle. Ibrahim Traoré, en déclarant que le partenariat n'est pas la reddition, résume la ligne de crête sur laquelle avance tout un continent. Ainsi, la question n'est plus « faut-il coopérer ?», mais « comment coopérer sans s'effacer ?» L'avenir du Nigeria, et peut-être celui de l'Afrique, dépendra de la réponse à cette équation fragile entre sécurité offerte et liberté préservée. Une phrase suffit. Le silence n'est plus neutre. À mi-parcours de la crise, le Nigeria découvre que ne rien dire, c'est déjà choisir. Les voix venues du Sahel, de Bamako à Ouagadougou, résonnent jusque dans les couloirs d'Abuja. Elles portent un même écho, celui de peuples décidés à ne plus attendre qu'on leur dise comment se sauver. Dans les débats télévisés, l'opposition cite Ibrahim Traoré comme symbole d'un nouveau langage politique. Sec, sans détour, enraciné. « Nous ne refusons pas l'aide, nous refusons la dépendance », répète-t-il. Et cette phrase s'affiche sur les banderoles étudiantes. Tinubu, lui, mesure chaque mot. Trop de fermeté fâcherait Washington, trop de souplesse braquerait la rue. Le pouvoir navigue entre la prière et la prudence. Pour la première fois depuis des années, les citoyens sentent que les cartes y se redistribuent. Le Sahel, jadis périphérie, devient moteur idéologique. Et le Nigeria, colosse du golfe de Guinée, vacille entre leadership et hésitation. Les diplomates parlent de réajustement stratégique. Mais pour les jeunes manifestants, c'est plus simple. Si l'Afrique veut rester debout, elle doit parler d'une seule voix. Les semaines qui suivent la révélation centrale marquent un tournant profond, mesurable dans les rues, les discours et les chiffres. Les répercussions se déclinent en 4 plans, nationaux, économiques, sociaux et régionaux, dessinant le visage d'un pays pris entre deux feux. Sur le plan national, le gouvernement nigérian se retrouve écartelé entre 2 impératifs contradictoires. Satisfaire la promesse de sécurité faite aux citoyens et préserver une autonomie stratégique. À Abuja, les réunions se multiplient. Les ministères de la Défense et des Finances négocient à huis clos les conditions du nouveau partenariat avec Washington. Officiellement, il s'agit d'un accord de coopération technique. Mais le document contient des clauses de surveillance électronique et d'échange de données sensibles. Le Parlement proteste à moitié. La presse parle d'une aide sous caution. Dans les rues, les manifestations s'intensifient. On scande « Nigeria is not Libya ». On brandit des drapeaux où figure le visage d'Ibrahim Traoré, symbole d'un refus collectif. Sur le plan économique, la monnaie locale, le naira, s'effrite de 8% en un mois. Les investisseurs se replient, redoutant l'instabilité. Les importations de carburant augmentent, tandis que la production intérieure chute à cause des sabotages dans le delta du Niger. Chaque baril manquant renforce la dépendance, et chaque prêt international resserre les taux. Les entreprises nigérianes, privées de liquidités, se tournent vers les banques asiatiques. Un basculement discret s'opère dans les flux financiers, éloignant encore un peu plus le pays de sa souveraineté monétaire. Sur le plan social, les clivages religieux s'exacerbent. Des églises se barricadent, des mosquées se méfient, la peur s'invite aux prêches.
Les ONG signalent une augmentation de 15% des incidents communautaires liés à la désinformation. Sur les réseaux, les messages anonymes alternent entre prières et appels à la méfiance. Mais un contre-discours s'impose. Des jeunes, souvent étudiants, reprennent la rhétorique panafricaine née à Ouagadougou et portée par Traoré. Ils organisent des cercles de lecture, des campagnes de sensibilisation, réclamant un nouveau contrat moral africain. Sur le plan régional au Sahel, les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger observent Abuja avec une attention fiévreuse. Une seule décision nigériane pourrait redessiner l'équilibre du continent. S'il choisissait l'alliance occidentale, le bloc souverainiste risquerait l'isolement. Mais s'il penchait vers Ouagadougou, c'est la présence française et américaine dans la région qui serait fragilisée. Les diplomates européens parlent déjà de réajustement post-colonial. Les chancelleries s'activent, les communiqués s'adoucissent, les visites s'enchaînent. Au cœur de ce tumulte, une vérité demeure. La parole a cessé d'être gratuite. Chaque phrase d'un dirigeant, chaque silence d'un prêtre, chaque tweet d'un étudiant pèse désormais sur la balance du pouvoir. Et dans ce vacarme globalisé, la voix d'Ibrahim Traoré résonne comme un rappel. On ne négocie pas la dignité. À ce stade du récit, le Nigeria se tient sur une crête étroite. Ni victoire, ni défaite. Une période suspendue où chaque décision peut infléchir la trajectoire d'un continent. 3 scénarios s'esquissent. 3 chemins où se mêlent calcul, conviction et fatigue collective. Tinubu maintient l'accord sécuritaire avec Washington, tout en limitant sa portée publique. Des équipes américaines opèrent discrètement. Les données circulent sous contrôle restreint. Le pays conserve sa stabilité relative, mais au prix d'une dépendance accrue. Les institutions survivent, les tensions s'apaisent temporairement, et la rhétorique de coopération équilibrée rassure les marchés. Mais le risque, ici, est l'endormissement, une souveraineté dormante, paisible mais creuse. Sous la pression populaire, Abuja s'aligne progressivement sur le bloc sahélien conduit par Ibrahim Traoré. Un pacte d'autonomie énergétique et militaire voit le jour avec le Mali et le Burkina Faso. Les échanges interafricains augmentent, la dépendance à l'égard de l'Occident diminue. Ce scénario suppose toutefois un haut niveau de discipline interne et la capacité à absorber les sanctions éventuelles. C'est la voie difficile, mais celle qui pourrait transformer la défiance en confiance collective. Les clivages religieux et politiques s'exacerbent, minant l'autorité de Tinubu. Les alliances extérieures se brouillent. Le pays devient champ d'influence croisée. La perte de cohésion nationale favorise la montée d'acteurs armés, tandis que les puissances étrangères justifient de nouvelles interventions humanitaires. L'histoire se répéterait, comme un cycle de promesses trahies et de dépendances reconduites. Entre ces 3 chemins, un point commun. Aucun ne sera gratuit. Chaque choix portera sa part de renoncement. Mais il existe un 4e horizon, plus exigeant que les précédents, celui du courage lucide, celui d'un Nigeria qui refuse à la fois la soumission et la tentation du repli. Un Nigeria capable de dire, à l'instar d'Ibrahim Traoré, la liberté n'a pas de sponsor, mais elle a un prix. C'est là pour tout casser. Au-delà des traités et des chiffres, cette histoire parle avant tout de vies ordinaires. Dans les rues de Lagos, les conversations se font plus graves, comme si chaque habitant avait compris que la politique internationale n'est plus une affaire lointaine. Les chauffeurs de taxi, les vendeuses de marché, les professeurs, tous racontent la même chose. Un sentiment diffus de déjà-vu, celui d'une aide qui promet de protéger mais finit par posséder. Les églises prient pour la paix, les mosquées pour la justice. Dans les écoles, les enseignants improvisent des débats sur le mot souveraineté. Les enfants répondent avec des mots simples. Ne pas dépendre. Décider nous-mêmes. Et peut-être est-ce là la victoire la plus discrète. Voir une génération comprendre ce que les précédentes avaient oublié. Ibrahim Traoré, sans être présent, devient catalyseur moral. Sa silhouette circule dans les affiches.
son nom dans les conversations. Pour beaucoup, il symbolise l'idée que la jeunesse africaine peut parler fort sans demander la permission. Ce n'est pas un culte, mais une identification, celle d'une fierté qui recommence à respirer. Le gouvernement nigérian, lui, tente de capter cette émotion. Des campagnes de communication vantant la sécurité nationale et la fierté africaine. Mais la population distingue désormais la mise en scène du vécu. Le fossé entre messages officiels et réalité quotidienne s'élargit et chaque mot creuse un peu plus la distance. Car, à la fin, la politique se mesure non aux communiqués, mais au visage. Et dans ceux des jeunes Nigérians, quelque chose a changé. La peur recule d'un pas, remplacée par une curiosité mêlée de défis. Ils ne savent pas encore vers où aller, mais ils ont cessé de marcher les yeux baissés. Face au carrefour où ils se trouvent, le Nigeria ne peut plus se contenter de discours. Il lui faut une méthode, une séquence, un plan capable de concilier indépendance et stabilité. Les propositions qui émergent dans les cercles africains ne visent pas la rupture totale, mais la refondation du lien. Savoir combien d'opérations étrangères sont actives, quelles clauses lient le pays et quelles données circulent hors de ses frontières. Sans transparence, la souveraineté reste un slogan. Renforcer les forces communautaires, réhabiliter les anciens combattants, créer des bourses pour les jeunes issus des zones frontalières. La sécurité doit redevenir un service public, pas une marchandise sous-traitée. Ne plus dépendre d'un seul axe diplomatique, mais construire une matrice africaine de coopération. L'alliance Sahel-Golfe de Guinée, esquissée par Ibrahim Traoré, pourrait en être le prototype. Elle miserait sur le partage d'énergie, de formation et de renseignements à l'échelle régionale. Les autorités doivent expliquer, non ordonner. Les citoyens ne croient plus aux slogans. Ils veulent des bilans mesurables. Chaque action devra être accompagnée d'indicateurs publics, visibles, simples à comprendre, corps. Enfin, il s'agit d'inscrire la souveraineté dans la culture. Inscrire la souveraineté dans la culture. Par l'école, l'art, les médias. Apprendre aux jeunes que la liberté n'est pas un héritage, mais une responsabilité quotidienne. Si ces étapes prennent racine, le Nigeria ne sera plus un champ d'expérimentation, mais un modèle de reconstruction lucide. Et peut-être alors le mot indépendance cessera d'être un souvenir pour redevenir un projet. La boucle se referme là où tout a commencé. Une phrase, un avertissement, un écho. Mais ce qui résonne désormais dans les rues d'Abuja n'est plus la voix de Donald Trump. C'est celle d'un peuple qui a décidé de répondre. Entre la peur et la fierté, le Nigeria a choisi de rester debout. Dans les fresques murales, on voit Ibrahim Traoré aux côtés de Thomas Sankara, deux silhouettes dessinées à la craie rouge, deux symboles d'un même refus, celui de plier. Leur nom devient prière, non pas de conquête, mais de cohérence. Et chaque fois qu'un Nigérian répète cette image, il affirme qu'il existe un futur où la souveraineté n'est pas négociable. Le souvenir des promesses trahies, des interventions couvertes de drapeaux, des lendemains dévastés, tout cela nourrit désormais une vigilance collective. Ce n'est pas la haine de l'autre, mais la conscience de soi. L'Afrique, en se regardant dans le miroir du Nigeria, se redécouvre patiente, digne, imprévisible. Et si cette histoire laisse une seule phrase en héritage, qu'elle soit celle-ci: la liberté n'est pas un privilège offert, c'est un rythme appris à la dure, un rythme que, de Ouagadougou à Lagos, plus personne ne veut oublier. Rien n'est plus dangereux que le silence, surtout quand il est poli. Le Nigeria aujourd'hui parle, et dans sa voix tremble celle de tout un continent. Ce n'est plus un cri de colère, mais une déclaration d'existence. Les citoyens comprennent qu'ils ne sont pas spectateurs d'un duel entre puissances, mais gardiens d'une mémoire qui refuse l'oubli. Les réseaux, les radios, les marchés bruissent
d'un même souffle. L'Afrique doit se parler à elle-même. Dans cette rumeur, Ibrahim Traoré n'est pas un héros solitaire, mais un symbole collectif, celui d'un langage qui n'attend plus de traduction. Chaque commentaire, chaque partage, chaque discussion devient un acte politique. Le monde observe, incrédule, qu'une génération connectée transforme les hashtags en horizons. À la fin, il n'y a pas de morale imposée, seulement une question ouverte. Combien de temps encore confierons-nous notre sécurité à ceux qui vendent la peur ? L'histoire du Nigeria n'est pas close. Elle commence à peine, là où les empires s'effacent et où les peuples apprennent à parler pour eux-mêmes.